Ok, donc on va commencer aujourd'hui avec l'administration du trafic réseau. Alors, la dernière fois, vous avez vu comment on crée un réseau. Oui, Donc, oui. les histoires de VNet, de Subnet, tout ça. Maintenant, on va voir comment on peut administrer un réseau dans Azure. Bon, l'administration du réseau dans Azure, bon, je ne dis pas que ça, c'est différent, mais il y a quelques petites particularités plutôt. Voilà. À comparer au réseau on-prem qu'on a l'habitude de gérer. Donc, dans Azure, nous allons plutôt nous axer sur les services ou bien les appliances, c'est virtuel, qui permettent de pouvoir, euh, si tu veux, gérer les charges, la sécurité, faire, je peux dire, les actions de maintenance ou de support sur le réseau. Voilà. Donc, on verra l'ensemble des load balanceurs. Il y a tout un tas de load balanceurs, mais à l'intérieur des load balanceurs, il y a des particularités, hein. Donc, quel est le rôle de chacun? On verra. Et puis, autant nous avons le load balancer pour le réseau en tant que tel, c'est-à-dire que le niveau 3 du modèle OSI, nous avons l'application gateway qui se présente comme un load balancer aussi, mais du point de vue applicatif. Donc, c'est au niveau, je crois, niveau 5, 6 et 7 du modèle origine. Voilà. Et à la fin, nous verrons le Network Watcher qui regroupe un ensemble de services qui nous aident, ne pas dire qui peuvent nous aider à surveiller notre réseau, à faire du troubleshooting, à être proactif quoi, sur certaines situations. Voilà. Donc, le load balancer, comme je l'ai dit, il y en a de plusieurs types. Donc, en fonction de la situation, hein, ou bien de notre modèle d'implémentation, on va choisir un type de load balancer. Voilà. Maintenant, le type de load balancer qui sera choisi, on pourra choisir également si on veut que ce soit un load balancer orienté vers le monde extérieur, c'est-à-dire qui permettra l'accès depuis Internet ou bien le monde extérieur vers nos ressources qui sont dans notre réseau Azure, ou bien un load balancer qui restera uniquement à l'intérieur de notre réseau dans Azure. Voilà. Donc, il y a le fait que le load balancer soit orienté vers le public, ou bien le load balancer reste en interne, qui n'a rien à voir avec le fait que le load balancer soit choisi en fonction du type d'implémentation qu'on veut faire, c'est-à-dire un load balancer euh, normal, comme ce qu'on a appris à l'école, équilibré de charge, et puis on a d'autres types de load balancers, comme le traffic manager, le front door, l'application gateway, dont on verra la particularité de chacun. Donc, voilà un peu. Donc, le choix va se faire en fonction du SKU. Alors, le SKU, depuis qu'on a commencé ce cours, vous entendez parler de SKU. Le SKU, c'est l'ensemble des références, bien des caractéristiques qui permettent d'identifier ou bien de catégoriser une solution. Donc, par exemple, quand on parle de SKU ici, on dira par exemple que le front door, hein, utilise un exemple, hein, de SKU. Le front door, en termes d'environnement, il peut fonctionner dans le cloud, Azure, dans un environnement non cloud Azure, on-prem. Et puis, si on veut parler de régionalisation, non, il est plutôt global. Donc, c'est ces caractéristiques-là qui permettent de définir le SKU, une solution. Donc, à proprement parler, le premier load balancer qu'on va voir, c'est l'application gateway qui est utilisé
pour optimiser la distribution euh, des applications depuis un ensemble de serveurs. Quand on parle de batterie de serveurs, c'est un ensemble de serveurs, voilà, pour augmenter l'accessibilité tout en appliquant des mesures de sécurité. D'où, Euh, allô? Bonjour à tous. Bonjour Dominique. Donc, l'application Gateway va permettre les accès en même temps en jouant le rôle d'un petit pare-feu web. Hein. Voilà, pour pouvoir sécuriser. Ça veut dire juste autoriser ceux qui ont l'accès. Voilà. Et en termes de protocole, l'application Gateway peut supporter. Allô Dominique? Allô? Oui. L'application Gateway va fonctionner avec HTTP, HTTPS et puis HTTP2. Alors, quand on parle de régional, oui, c'est-à-dire que c'est une solution qui est, bon, qui se limite à une région. Donc, si vous voulez utiliser l'application Gateway, rassurez-vous que tous vos serveurs ou bien toutes vos applications concernées sont à l'intérieur d'une même région. Voilà. Si c'est au-delà d'une région, ça va pas marcher. Voilà. C'est-à-dire que si vous avez votre infra distribuée sur plusieurs régions, vous devez avoir des applications gateway par région. Voilà. Donc, je reviens encore, autant que cela est possible, mieux vaut avoir toute son infra dans une région. Voilà, ça facilite les configurations. L'application gateway est utilisée dans un environnement Azure, non cloud Azure, c'est-à-dire que si euh, tu es par exemple chez OVH, chez Amazon, chez IBM, voilà, qui ont des clouds, tu peux utiliser aussi l'application Gateway là-bas. C'est ce que ça veut dire. Si tu as une infra on-prem, tu peux aussi utiliser l'application Gateway. En termes de sécurité, l'application Gateway va se baser sur le WAF, qui est le Web Application Firewall, donc qui est le firewall qui est, qui a été construit ou bien destiné à faire du filtrage au niveau des applications. Donc voilà un peu un exemple de load balancer, mais côté applicatif. Ensuite, on a le front door qui est aussi un load balancer, qui est aussi un load balancer, une minute, voilà, qui est utilisé hein, pour faire aussi de la distribution de charges, mais cette fois-ci, du point de vue mondial, hein, basé sur des microservices. Donc, un exemple parfait de front door, ou bien d'utilisation du front door, c'est dans le cadre, par exemple, des solutions comme Facebook, Twitter, voilà, qui représentent beaucoup de charges du point de vue mondial en termes d'accès, de consommation, de production de données. Voilà. Donc, quand vous tapez Facebook, Twitter, consort, en général, ça va descendre sur un front door et le front door va distribuer hein, en fonction de votre zone géographique. Voilà. Et puis, il y a des zones dans le monde où on a ce qu'on appelle des serveurs hébergés. Donc, je crois que ça existe au Nigeria, au Kenya. C'est-à-dire que Facebook a un serveur au Nigeria, un data center au Nigeria. Donc, 80-90% des requêtes de Facebook du Nigeria ne sortent pas du Nigeria. Ça reste sur ce serveur Facebook qui est au Nigeria. Donc, tout ça, c'est grâce au front door qu'on arrive à faire ces redistributions. Voilà. Lui aussi va utiliser le HTTP, HTTPS, HTTP2. Du point de vue régional, lui, il est global. Donc, c'est ce que je suis en train de dire, c'est mondial. Donc, Facebook, quand tu tapes Facebook, ça frappe sur le front door qui est aux États-Unis et il va te rediriger vers peut-être un serveur qui est destiné pour l'Afrique.
c'est pas qu'il est en France ou bien c'est pas au Royaume-Uni ou bien si c'est au Nigeria, ça va descendre sur celui qui est au Nigeria, ainsi de suite. Donc voilà un peu, voilà. Lui aussi va se baser sur le Web Application Firewall et puis le NSG que vous avez déjà vu. On a aussi l'équilibreur de charge normal qu'on connaît, hein, Microsoft Windows Server a euh, un rôle ou bien une fonctionnalité qu'on appelle le load balancer qu'on peut activer pour transformer plutôt notre serveur Windows en un équilibreur de charge. Il y a aussi des équipementiers hein, comme les F5, les Netscaler qui fabriquent des load balancers physiques. Ce sont des équipements comme des switches et routeurs en termes de forme physique, mais qui sont des load balancers. Voilà. Donc, eux, ils vont plutôt utiliser les protocoles comme le TCP, UDP. Vous voyez que c'est purement niveau réseau. C'est régional. Ils ne vont pas au-delà d'une région. Et on ne peut les utiliser seulement que sur Azure. Hein. Voilà. Et la sécurité, dans ce cas, c'est le Network Security Group. Et le dernier, c'est le Traffic Manager, qu'on va voir aussi dans l'avant-dernier module sur la sécurité des données. Lui qui va permettre de distribuer aussi des trafics hein, aux serveurs dans les régions Azure mondiales, donc lui aussi il est mondial, et tout en offrant une haute disponibilité. Donc lui, sa grande particularité, c'est le achat. Donc il va être utilisé en général lorsque tu as euh, des services ou bien une infra dans une région Azure, par exemple aux États-Unis, et que tu veux monter hein, une solution de haute disponibilité. C'est-à-dire que faire comment vous appelez, la redondance, ou bien du network load balancing, des trucs comme ça, pour que si votre infra qui est aux États-Unis prend un coup, hein, il puisse avoir la continuité du service sans que les utilisateurs ne sachent qu'il y a un problème, on va utiliser le traffic manager. Voilà. Donc, il va intervenir dans une solution qu'on appelle résident des sites, c'est-à-dire que vous faites du achat entre deux sites. Si le premier site tombe, le second site prend le relais et c'est transparent. Voilà. Euh, donc voilà. Donc, en dehors de ces quatre, petites catégories de load balancer, le load balancer peut être public ou interne. Alors, le fait d'être public, ça veut dire que le load balancer a la possibilité de recevoir des requêtes venant du monde extérieur. Et le monde extérieur va attaquer le load balancer par du TCP avec le port 80. Voilà, ça c'est Internet, ça. Voilà. Donc, ce qui veut dire que ce load balancer aura une patte sur laquelle on aura une adresse IP publique. Et c'est très important de noter ça. Voilà. Donc, quand vous regardez sur le schéma, là où vous voyez le petit nuage là, port TCP 80, voilà, la patte qui sort là, on aura forcément une adresse IP publique. Voilà. Ensuite, le load balancer interne, ça c'est lorsque tout se passe à l'intérieur de notre réseau Azure. Donc, aucune information ne sort. Du coup, que ce soit... Allô? Je ne Oui, sais pas si c'est moi ou ça bug chez tout le monde, hein. Mais j'entends rien et puis c'est des stades d'avance. ah bon, ça bug. Vous m'entendez? Allô? Allô? Dominique, vous m'entendez? Moi, je vous entends très bien. Ah, ok. Ah, Bon, en fait, moi, c'est maintenant que j'entends, hein. ah Sur bon? tout ce temps, j'entendais rien. Oui, je pense qu'il y a un bug chez moi. Ah, ok, il n'y a pas de souci. Donc, je parlais du load balancer de charge interne qui n'a pas de connexion avec le monde extérieur, c'est-à-dire en amont et en aval. Le load balancer sera connecté sur des ressources qui sont en interne dans notre réseau Azure. Voilà. Et les SKU dont je vous parlais,
des load balancers. Donc, lorsque vous choisissez un load balancer, faites attention au SKU. Voilà. Donc, le SKU va définir hein, différentes fonctionnalités, caractéristiques de notre load balancer. Donc, du coup, euh, alors, quand on prend la référence standard, par exemple, la référence standard nous donne hein, comme fonctionnalité haute performance, latence ultra faible et résistance élevée. Lui, il est interne, il peut être interne ou public. Donc, c'est l'autre balanceur quand on choisit le standard, c'est-à-dire que on peut l'utiliser pour un autre balanceur qui a une patte vers le monde extérieur ou bien un autre balanceur qui est en interne. Voilà. Le back-end, c'est-à-dire que c'est les serveurs ou bien les ressources qui sont derrière le load balancer. Donc, le load balancer va les gérer en utilisant l'adressage IP hein, sur les quatre réseaux. Et pour le trafic, comment on appelle ça? Les serveurs frontaux, c'est-à-dire qu'en amont, hein, ceux qui sont devant le load balancer, il peut supporter plusieurs serveurs frontaux. Voilà, donc il peut gérer tout le trafic entrant comme sortant, bien sûr. Tout ça basé sur l'adressage IP. Pour le sondage, ou bien les sondes d'intégrité, ce qu'on appelle les heartbeats, ou bien les checks de bon fonctionnement, ou bien de bonne santé des différentes ressources qui collaborent avec le load balancer, il va utiliser le TCP quand il faut, le HTTP quand il faut, le HTTPS quand il faut. Donc, la référence standard nous offre en termes de haute disponibilité 99,99% de disponibilité. Ça veut dire que dans l'année, Microsoft nous garantit seulement que tout au plus 5 minutes de temps d'arrêt lorsqu'on choisit la référence standard ou un load balancer. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Et le load balancer va fonctionner sur la base d'un certain nombre de règles qui sont établies. Voilà, comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs types de load balancer, il y a plusieurs fonctionnements aussi au niveau de load balancer. Donc, lorsque une demande arrive sur le load balancer va récupérer un certain nombre d'informations hein, au niveau de la demande. Et puis, en fonction des informations récupérées, il y a au préalable des règles qui ont été établies au niveau du load balancer qui lui permettent de pouvoir rediriger la charge. Voilà. Donc, en fonction de l'information reçue, le load balancer va dire, bon, la demande, par exemple, va être redirigée vers tel serveur, vers tel pool de serveur ou bien vers telle application. C'est comme ça que le load balancer fonctionne. Mais un load balancer où il n'y a pas de règles, c'est comme un passoire, ou bien si vous voulez un court-circuit, c'est-à-dire que tout ce qui vient passe. Or, l'objectif, c'est de pouvoir euh, équilibrer hein, ou bien rediriger le trafic vers les bonnes destinations. C'est un peu ça le rôle de load balancer. Voilà. Donc, retenez bien qu'à l'intérieur d'un load balancer se trouvent des règles qui sont établies. Bon, ce n'est pas dans tous les cas que nous pouvons intervenir pour écrire ou bien modifier des règles. En général, souvent, ce sont des règles qui sont déjà préétablies, mais il y a des cas aussi où vous, en tant qu'administrateur, vous serez amené à définir ces règles-là pour faciliter le travail de notre balanceur. Voilà. Donc, nous voyons maintenant l'application Gateway. Comme je le disais, faisant suite à ce que je viens de vous montrer là, on va voir ici comment les règles au niveau du load balancer vont permettre de faciliter le routage des demandes. Donc, lorsque l'application Gateway qui est là, qui est notre load balancer, reçoit une requête venant par exemple d'un navigateur et autres, au sein du load balancer, il y a un écouteur. Bon,
C'est juste un nom. Mais si tu veux, il y a une partie d'un service qui va aller lire le contenu de la demande pour récupérer un certain nombre d'informations, comme je l'ai dit. Ça peut être le protocole demandé, l'adresse IP source, l'adresse IP destination, l'URL. Donc, il va aller lire. Et en fonction des informations que l'écouteur aura reçues, l'écouteur va dire, bon, telle information correspond à telle règle. Et puis, le load balancer maintenant applique la règle. Donc ici, je donne un exemple, hein. Si la demande qui vient demande que, bon, voilà, on va accéder au VMSS. Du coup, qu'est-ce qui se passe? L'écouteur va aller lire et l'écouteur dit, ah, la demande nous dit, on veut aller vers VMSS. Dans ce cas, la règle qui va être appliquée, c'est la règle de routage vers l'ensemble des VMSS. C'est tout. Voilà. S'il s'agissait d'aller vers les machines virtuelles aussi, ou bien vers les serveurs physiques on-prem, ainsi de suite. Mais toujours est-il que quand on reçoit la demande, il y a un écouteur qui récupère les informations de routage et en fonction des informations reçues, la règle correspondante est appliquée. Voilà. Pour que la demande soit routée vers la boîte d'incitation. Donc, deux autres exemples encore plus précis. Donc ici, on a fait du routage basé sur le chemin. Alors, c'est-à-dire, pardon, la demande précise que je veux accéder à contoso.com slash image ou bien slash vidéo. Donc là, quand l'application Gateway, à travers l'écouteur, va recevoir l'URL, automatiquement, hein, l'écouteur sait que la demande veut aller vers l'endroit où sont déployées les images, ou bien la demande veut aller vers où se trouvent les vidéos. Et ainsi de suite, la demande est routée par l'application Gateway. Voilà. Vous voyez aussi que on vous parle de WAF. Voilà. Le WAF, c'est notre Web Application Firewall, voilà, qui permet de, d'appliquer la sécurité au niveau euh, des applications gateway. Donc, il en est de même lorsqu'on fait, par exemple, du routage multisite. Alors, quand on parle de multisite, bon, on peut remplacer multisite par multidomaine. Voilà. Ça peut aussi faciliter la compréhension. Une minute, hein. Alors, donc, le multi-site, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est aussi du multi-domaine. Donc, un exemple, je prends Microsoft qui a plusieurs noms de domaine. Hein? onmicrosoft.com, windows.net, contourso.com, fabricant, outlook.fr, live, hotmail, tout ça, ce sont des noms de domaine de Microsoft. Donc, quand tu veux accéder, par exemple, à l'un des sites de Microsoft, voilà comment ça marche. Quand tu tapes www.microsoft.com, ça ne va pas directement sur le site web, hein, puisque Microsoft centralise tout ça
à travers une application gateway. Donc, l'application gateway centrale va recevoir la demande et en fonction du domaine demandé, lui va te router maintenant vers le pool de serveurs qui sont chargés d'offrir le service demandé. Voilà un peu comment ça marche. Ensuite, le network watcher, comme je l'ai dit, c'est un service qui permet de pouvoir faire du troubleshooting, régler des problèmes de réseau, faire du diagnostic, voir une topologie de notre configuration, ainsi de suite. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Concrètement, le network watcher permet de faire du monitoring au niveau de la connexion réseau, voir une topologie. Quand je dis topologie, ça veut dire que si vous êtes en train de faire une implémentation, au fur et à mesure que vous configurez vos éléments, par exemple les VNet, les Subnet, les VM, les application gateway, les load balancers, les firewalls, tout ce que vous allez implémenter va s'afficher de manière graphique à un endroit avec tous les liens d'interconnexion possibles. Voilà. Et tu vas voir de manière très claire ce que tu es en train de faire. Est-ce que ça ressemble à l'architecture cible que toi-même tu t'es donné dès le départ? Voilà, c'est un élément très important que moi j'apprécie beaucoup. On a aussi le diagnostic NSG qui nous permet de savoir quel est le problème hein, au niveau du NSG, pourquoi la règle qu'on a définie au niveau de notre NSG ne s'applique pas, est-ce que la règle s'applique correctement, pourquoi ça ne s'applique pas, comment est-ce qu'on doit y remédier. Voilà. On a la vérification de flux IP voilà, qui nous permet de savoir le saut suivant. Est-ce que si je suis dans mon réseau et que je vais aller vers Google, si vous voulez, un peu comme le tracet, est-ce que le saut suivant marche? Voilà. Les règles de sécurité effectives nous permettent de savoir lorsqu'on a appliqué plusieurs règles de sécurité, que ce soit au niveau des NRG ou autres, quelles sont les règles qui s'appliquent véritablement, soit au niveau de notre subnet, soit au niveau de notre carte réseau. De pouvoir faire aussi des captures de paquets. C'est, si vous voulez, c'est le correspondant hein, de Wirecheck. Donc, tu peux rediriger le trafic hein, vers une VM ou bien vers une ressource euh, dans un fichier dont tu fais la capture de tout le trafic et tu vas analyser pour voir si tout se passe bien ou pas et quels sont les problèmes. La résolution des problèmes de VPN. Lorsque tu as une interconnexion de VPN et qu'il y a un incident, au niveau du Network Watcher, il y a un service qui est là qui vous permet de pouvoir faire du troubleshooting sur les VPN, savoir où se trouve le problème et puis quelles sont les possibles solutions pour y remédier. La résolution des problèmes de coordination au niveau des PC. Alors, tout ce qu'on fait, je ne dis pas que ça se résume au niveau des PC, mais beaucoup passe au niveau des PC. Donc, ça peut être soit les NSG, ça peut être les flux, ça peut être euh, le VPN, ça peut être par exemple l'adressage IP. En tout cas, beaucoup de choses au niveau du PC peuvent ne pas fonctionner correctement. Ça peut être des services qui sont arrêtés. Donc, la résolution des problèmes de connexion sur un PC, ah, pardon, sur une VM peut nous permettre de savoir exactement ce qui se passe. Il y a aussi les journaux de flux. Voilà. Donc, ils vont nous faire un petit report des flux et on saura quels sont les flux qui fonctionnent bien, les flux qui ne fonctionnent pas, pourquoi ça ne marche pas, les flux qui sont fermés, les flux qui sont ouverts. On a aussi l'analyse du trafic. Donc, lui, il va nous permettre de pouvoir faire tout ça. Voilà. Donc, de manière détaillée, voici un exemple, par exemple, du diagnostic, hein, de vérification de flux IP. Donc, j'ai une adresse locale source et une adresse IP distante, hein, le 13, c'est une adresse IP publique. Et lorsque je, je lance, qu'est-ce qui va se passer? Il va me dire l'accès refusé. Et regardez en bas, le détail est clair. Règle de sécurité deny all inbound. Donc ça, c'est au niveau du NSG
sur, par exemple, ma VM. Donc, ça veut dire que la règle de sécurité deny all inbound sur ma VM empêche, par exemple, cette adresse IP distante-là de pouvoir joindre ma VM sur, bien sûr, le port 3389, qui est le port du RDP. Donc, ça veut dire que je ne peux pas faire de RDP depuis l'extérieur vers ma VM parce que il y a une règle deny all. Donc, ce qui veut dire que la solution ici, si je veux autoriser le RDP à travers le port 3389 depuis un accès extérieur, je dois aller modifier au niveau de ma NSG, hein, sur ma VM. Je dois aller modifier ou bien créer une nouvelle règle qui va venir avant le deny all pour autoriser l'accès RDP. Voilà, c'est un peu ça. Ici, c'est le tronçon suivant. Donc, j'ai mon adresse IP source, adresse IP destination. Quand je mets tronçon suivant, il va me donner quel est le tronçon suivant. Ici, il dit c'est Internet. Voilà. Donc, il me dit proprement que quand je frappe sur le 13 24 35 46, je suis en train d'aller sur Internet. Bon. Donc, ici, voilà un exemple. Bon, cette image de la topologie n'est pas trop jolie. Il y avait encore des images plus jolies que ça. Mais ici, la topologie nous montre MySubNet, donc c'est un sous-réseau. Et dans ce sous-réseau-là, nous avons des VM, sinon deux VM. J'ai MyVM et puis MySecondVM. MyVM a sa carte réseau qui est MyVM36 et puis qui a le NRG qui est MyVM NRG et puis qui a l'adresse IP qui est associée à la carte réseau qui est IPconfig 1. Voilà. Et ma deuxième VM a aussi my second VM 382 comme carte réseau. Et puis my second VM NSG qui est le NSG. Et puis IPconfig 1 qui est l'adresse IP. Mais cette fois-ci, my second VM n'est pas joignable. Voilà, il y a un petit souci dessus. Donc, voilà un peu. Ici, il montre vraiment en détail. Et ce que aussi vous devez savoir, bon, on l'a dit, hein, mais je suis sûr que vous n'avez pas encore bien perçu. C'est que une ressource, c'est tout ce qu'on peut créer et utiliser. Donc ici, vous voyez que ils ont éclaté une VM. Ici, on voit qu'une VM peut être représentée par trois ou quatre ressources. Donc il y a la VM elle-même, qui est MyVM, c'est une ressource. Sa carte réseau, MyVM 36, c'est aussi une autre ressource. IPconfig, qui est l'adresse IP, est une ressource. MyVM Energy aussi est une ressource. Donc, au niveau d'Azure, c'est comme ça. Les ressources, c'est-à-dire que je prends une VM, elle, en elle seule est une ressource, mais tout ce qui est à l'intérieur de la VM, le disque dur, la carte réseau, euh, qu'est-ce que je sais encore, Energy, tout ça aussi sont des ressources. Voilà, ça fait beaucoup. Voilà. Donc, voilà un peu la gestion du trafic réseau. Et ici, vous aurez le lab qui permet d'implémenter la gestion du trafic réseau. Donc, on va utiliser un modèle pour configurer une infrastructure, configurer Azure Load Balancer et puis Azure Application Gateway. Ici, vous avez le diagramme d'architecture, pour équilibrage de charge. Voilà, Subnet 0, Subnet 1, qui représente le pôle principal. Donc, ça, c'est le détail normal du lab. Bon. Ensuite, pour la passerelle applicative, voilà. Vous avez le subnet, le sous-réseau 1 et le sous-réseau 2. Voilà. Normalement, si vous suivez le lab, si vous faites le lab correctement, ça doit, enfin, du point de vue architecture cible, ça doit être quelque chose comme ça. Voilà. Donc, voilà un peu. Merci bien. Et puis,